Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de cette édition. 3 personnalités ont été distinguées hier au 55e sommet de la CEDEAO tenu hier à Abuja au Nigeria. L'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, primé à titre posthume, Dr Ameyo Adadevo et la chorégraphe sénégalaise Germaine Akoni ont reçu des prix pour leur contribution à l'intégration, à la paix et au développement. Le premier salon dédié à l'automobile en Côte d'Ivoire aura lieu du 12 au 16 décembre prochain. L'événement a été lancé à la maison de l'entreprise par le ministre des Transports. Ce salon, qui reste une plateforme d'échange et de rencontres, se positionne comme la vitrine du secteur automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. La population de Tienemboué, dans le département de Mankono, région du Béré, rend hommage au président de la République pour ses actions de développement dans leur localité. Les ministres Amédée Kofi Kouakou et Sidi Touré ont appelé à la paix, au rassemblement et à la cohésion dans la région. Ce sont des pas historiques franchis par le président américain. Donald Trump est entré à pied en Corée du Nord ce 30 juin pour une rencontre avec le dirigeant de ce pays, Kim Jong-un. Jamais aucun président américain avant lui n'avait foulé le sol de la Corée du Nord. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Commençons par la lettre de félicitations du président de la République Alassane Ouattara adressée à son homologue congolais Félix Tshisekedi à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la RD Congo. La lettre est ainsi libellée. Monsieur le président et chers frères, la célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion d'adresser à votre Excellence au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'à mon nom propre mes vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, il me plaît de former des vœux choisis de santé et de bonheur pour votre Excellence, ainsi que ceux de paix et de prospérité toujours croissante pour le peuple frère du Congo. Je saisis cette opportunité pour vous assurer de ma disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au raffermissement des liens étroits de fraternité et de coopération qui unissent nos deux pays et nos deux peuples. Haute et fraternelle considération. Signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous partons maintenant pour Abuja, au Nigeria, qui a abrité ce samedi le 55e sommet de la CEDEAO. Les travaux ont été marqués notamment par la distinction des personnalités et elles ont reçu des prix d'excellence CEDEAO pour leur contribution à l'intégration, à la paix et au développement de la sous-région ouest-africaine. Parmi les lauréats figure l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, primé à titre posthume. Viviane Aimé, envoyée spéciale à Abuja, nous en dit plus. Le prix d'excellence de la CEDEAO édition 2018 a été attribué au cours de la cérémonie d'ouverture du 55e sommet de l'organisation régionale en présence des chefs d'État. 3 lauréats ont été retenus pour cette édition 2018. Feu le Ghanéen Kofi Annan, lauréat à titre posthume du prix d'honneur aux éminentes personnalités. Son prix a été remis par le président en exercice de la CEDEAO, Muhammadu Buhari, à sa veuve et sa fille, une plaque d'honneur, un diplôme et un chèque de $20 000 US. La docteure en médecine nigériane, Ameyo Adadevo, lauréate à titre posthume également du prix aux citoyens méritants, pour son sacrifice qui a permis de freiner le démarrage de l'épidémie à virus Ebola dans son pays, le Nigeria. Son prix a été remis à son fils et sa nièce, une plaque d'honneur, un diplôme et un chèque. La lauréate du prix de la catégorie art, la chorégraphe sénégalaise Germaine Akoni, a reçu en main propre son prix. Une plaque d'honneur, un diplôme et un chèque, une photo de famille avec les chefs d'État a immortalisé l'événement. Et ajouter que le président de la République, Alassane Ouattara et ses pairs, à l'issue des travaux, ont désigné le Nigérien Mamadou Issoufou pour présider aux destinées de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le président nigérien succède ainsi pour un mandat d'1 an à son homologue nigérien Muhammadu Buhari. Le président Ouattara, je rappelle, a regagné Abidjan hier samedi 29 juin après ce sommet consacré également à la question de la monnaie unique de la CEDEAO.
Et toujours sur le continent africain, le prince du Royaume du Maroc, Al-Hassan Moulay, a inauguré officiellement la phase 2 du port de Tanger, dénommé Tanger Med. Une phase qui vient renforcer la capacité d'accueil et de traitement de ce port à conteneurs. L'infrastructure positionne le Maroc au 17e rang mondial des ports à conteneurs et vient booster le développement du Royaume du Maroc, comme nous l'explique Mamadou Kwasi. 88 milliards de dirhams marocains, soit plus de 5 300 milliards de francs CFA, investis pour l'extension du port de Tanger et pour l'acquisition d'infrastructures modernes et très performantes. Ce nouveau projet dénommé Tanger Med 2 est la troisième phase d'un rêve du roi marocain, Mohamed VI, dont les travaux ont été lancés en 2003. Avec ces nouvelles infrastructures, le Maroc se positionne comme premier port à conteneurs de la Méditerranée et du continent africain et 17e au monde. Cette infrastructure est importante, pas uniquement pour le Maroc, elle est même très importante pour l'Afrique. Près de 40% du trafic Tanger Med est destiné à l'Afrique. Ce méga-hub a un intérêt important pour l'Afrique parce que les coûts logistiques aujourd'hui ont baissé en Afrique grâce à la présence de Tanger Med. La présence du prince héritier Al-Hassan Moulay à la cérémonie d'ouverture confirme la volonté du Maroc à se constituer comme la porte d'entrée du continent africain et surtout à booster son économie en s'inscrivant dans les économies les plus développées. Cette dynamique permettra de contribuer à l'amélioration de la compétitivité logistique du continent africain et de confirmer l'intégration du Maroc dans les principaux corridors logistiques mondiaux, en plaçant Tanger Med dans un proche horizon dans le top 20 mondial des ports à conteneurs. Les autorités portuaires du Maroc confirment une collaboration avec la Côte d'Ivoire pour la construction d'un quai fruitier. Les travaux de Tanger Med 2 permettent au port de Tanger de traiter jusqu'à 9 millions de conteneurs annuellement. Et l'installation sur le site du complexe Tanger Med de 912 entreprises, dont celles spécialisées dans le montage de véhicules, viennent dynamiser les activités de cette partie du Maroc. Des activités qui emploient directement 75 000 personnes au quotidien. Et ce n'est pas tout. Le Maroc compte investir plus de 543 milliards de francs CFA pour les 5 prochaines années afin d'accroître la performance du complexe Tanger Med. Des hommes d'affaires ivoiriens étaient en mission de prospection économique en Israël. La visite de la délégation ivoirienne a porté ses fruits. Des accords ont été signés avec des entreprises israéliennes. L'État hébreu s'intéresse à la destination Côte d'Ivoire en vue des investissements. Ahmed Traoré, Abdoulaye Koné. L'objectif principal du Forum économique Côte d'Ivoire-Israël est de pouvoir mener dans les prochains mois une mission économique d'entreprises et d'hommes d'affaires en Côte d'Ivoire. Et pour y arriver, l'ambassade de Côte d'Ivoire en Israël, le CPC, l'Institut de coopération internationale et des exportations d'Israël fédèrent leurs énergies. Selon le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'investissement privé, ce forum a également pour but d'apporter une réponse aux attentes du secteur privé israélien intéressé par le pays. Les réformes entreprises dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires commencent à porter leurs fruits et se traduisent par une confiance des investisseurs nationaux et internationaux. La Côte d'Ivoire est devenue une des économies les plus attractives en Afrique. Ce forum à Tel Aviv est un moment d'information importante et d'échange. Et nous sommes là, dans cette salle, avec les entreprises ivoiriennes, pour que nous repartions satisfaits et rassurés que les relations économiques reprendront donc leur élan entre la Côte d'Ivoire et Israël. Il importe de noter que 3 mémorandums d'entente ont été signés au cours de ce forum, les signataires étant entre autres l'Institut de coopération internationale, Israël Export et le CPC. La Côte d'Ivoire, qui intéresse donc les investisseurs étrangers, se prépare aussi à organiser son premier salon dédié à l'automobile du 12 au 16 décembre prochain. L'événement a été lancé à la maison de l'entreprise par le ministre des Transports ici à Abidjan. Ce salon, qui reste une plateforme d'échange et de rencontres, se positionne comme la vitrine du secteur automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique et il devrait redynamiser le secteur, nous explique Nadia Iga, Jean-Luc Bangbo. Avec un taux de croissance de 17% d'acquisition de véhicules neufs sur ces 6 derniers mois, le secteur de l'automobile ivoirien redémarre. Cependant,
ces chiffres sont encore loin des capacités du secteur qui était de 23 000 véhicules neufs achetés en 1983 contre 11 000 l'année dernière. Vous voyez que le secteur automobile était véritablement en panne en Côte d'Ivoire. Donc il était important pour nous de relancer ce secteur automobile qui fait partie au plan national des secteurs qui sont des indicateurs importants dans l'évolution de l'économie des pays les plus développés au monde. Le salon de l'automobile d'Abidjan vient donc pour réparer cette panne dans le secteur. C'est un salon qui permettra donc de booster le secteur de l'automobile neuf. Vous savez, on peut avoir des véhicules neufs à 5 millions à Abidjan. Donc il faut que cela soit su, que ce soit connu. Ce salon a un impact tant économique parce qu'il s'agit donc d'attirer d'abord beaucoup de monde à Abidjan. C'est toujours bon d'avoir beaucoup de touristes à Abidjan. Ce salon se tiendra du 12 au 16 décembre prochain et réunira tous les acteurs du secteur automobile. Plus de 70 000 visiteurs sont attendus pour cette première édition. Les ambassadeurs de Côte d'Ivoire à la retraite ont créé leur association depuis quelques années. Et cette association est très active. Pour la 4e année consécutive, les diplomates à la retraite organisent un dîner-débat. Et cette année, ils ont évoqué la question de l'espérance de vie en Côte d'Ivoire. Quels sont les secrets d'une longévité heureuse? Lambert Amontano, l'ancien ministre du président Félix Houphouët-Boigny, a pris part au débat. Quel est donc le secret pour une longévité? Élément de réponse avec Marcelin Clay. Lambert Amontano, ancien ministre sous le président Félix Houphouët-Boigny, était l'invité le plus attendu de ce panel organisé par l'Association des ambassadeurs de Côte d'Ivoire à la retraite. L'homme, âgé de 93 ans aujourd'hui, jouit d'une longévité exceptionnelle. Il peut aisément développer le thème de la rencontre, les secrets d'une longévité heureuse. J'ai commencé ma vie publique à 24 ans, à la tête des syndicats. Je n'ai jamais eu de repos. J'ai dit je suis à la retraite mais non retraité. Je suis toujours en activité. L'intelligence ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Dans le message de Dieu, il dit on ne doit pas mourir de maladie, mais de vieillesse. 4 autres panélistes ont développé le thème en s'appuyant sur leurs compétences en planification immobilière, en assurance et en banque. La retraite et le vieillissement sont des sujets qui nous guettent tous, avec la participation effective du doyen Amontano, le père du fils. Je pense que tous les secrets qu'il nous a donnés nous permettront de bien aborder cette période-là de notre vie. Pour le président de l'Association des ambassadeurs de Côte d'Ivoire à la retraite, Emmanuel Nouama, les anciens diplomates ont le devoir de partager avec la société leur riche expérience à l'extérieur. Cette rencontre, qui marque la 4e édition du dîner-débat de l'Association des ambassadeurs de Côte d'Ivoire à la retraite, a vu la participation de plusieurs personnalités. Ils ne sont pas à la retraite, ils sont toujours en activité. L'inspecteur général d'État Awandoli et les ministres Bakayoko Liramata et Anne-Désirée Ouloto étaient en fin de semaine dans la sous-préfecture de Hondé, dans le département de Bongouanou. Au programme, plusieurs rencontres avec les populations, dont une dédiée aux femmes, et ils les ont engagés à travailler donc pour le renforcement de la cohésion sociale dans la région et dans tout le pays. Alexis Ouedraogo. Les femmes à l'honneur de la sous-préfecture d'Andé. À leur côté pour cette célébration, les ministres Anne-Désirée Ouloto, Liramata et l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli. Pour ce jour, les femmes ont été exhortées à être des actrices du renforcement de la cohésion sociale. Conseillez utilement vos maris et vos enfants. Une mère, une femme a une telle puissance sur l'homme qu'elle peut le transformer totalement. Continuez à incliner les cœurs de vos enfants et de vos maris sur la voie de la cohésion, de l'unité, de l'entente et de la paix en Côte d'Ivoire. Changez nos hommes. Co-présidente de la cérémonie, les ministres Liramata et Anne-Désirée Ouloto ont appelé les femmes à épouser les valeurs d'union et de solidarité. Elles les ont aussi invitées à plus de sérénité face aux échéances électorales à venir. J'ai répondu à l'invitation de mon aîné parce qu'il voit comme moi l'intérêt d'abord de nos populations. Qu'est-ce qui est bon pour les femmes du Moronou?
Qu'est-ce qui est bon pour les hommes du Moronou, pour les chefs du Moronou, pour les enfants du Moronou? C'est la paix, la cohésion, l'entente, le consensus, le vivre ensemble. Partout où je vais aujourd'hui, tout le monde s'inquiète. Est-ce qu'on aura la paix pendant longtemps en Côte d'Ivoire? On dit 2020, il y a des élections présidentielles. Oui. Il y a eu des élections en 2015. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas avancé? On n'a pas avancé? 2020, il y aura des élections et puis on va avancer. Un message bien entendu des femmes qui, recevant plusieurs présents, ont émis le vœu d'obtenir le FAFSI, Fonds d'aide aux femmes de Côte d'Ivoire, en vue de renforcer leur activité et jouer leur rôle de pilier de la famille. Et le gouvernement était aussi bien représenté du côté des Béomi. La ministre Mariatou Kone était sur place pour apporter sa compassion aux victimes du récent conflit intervenu dans cette localité. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a échangé avec les populations et elle les a appelées à la paix et à l'unité. Kades Ogodogo de la station régionale de RTI Boaké. Béoumi, le récent conflit intercommunautaire a laissé un triste bilan. 16 morts, 120 blessés et plus de 300 déplacés. Les efforts du gouvernement pour mettre fin au conflit n'ont pas tardé. Sur place, la communauté retrouve certains automatismes aux saveurs de paix et d'entente. Le gouvernement, de son côté, apporte sa compassion aux victimes. Dans un premier temps, les obsèques des 16 personnes décédées ont été prises en charge totalement. Les ayants droit perçoivent à présent chacun 500 000 francs CFA. Les 120 blessés ont été entièrement pris en charge. Ils reçoivent 50 000 francs chacun. Après la compassion, le temps est peut-être venu de se dire certaines vérités. Ne venez pas me dire que ces morts, ces 16 morts, ces 120 blessés et ces milliers de destructions de biens sont des effets collatéraux d'un banal incident entre un chauffeur de taxi-moto baoulé et un conducteur de mini-car malinqué. Ce n'est qu'un prétexte. Rien ne peut justifier un tel débordement aux conséquences dramatiques si ce n'est le fait d'acteurs politiques tapis dans l'ombre, tirant à merveille sur les ficelles de la conflagration sociale. Mesdames et messieurs, la longue tradition de cohabitation pacifique entre Baoulé et Malinké à Béomi, traduite par un brassage à travers les unions matrimoniales, ne peut être ébranlée par ce qui peut être considéré comme un sec coup de vent si les conditions d'une telle fracture sociale n'ont pas été savamment et soigneusement préparées par des pyromanes aux visages masqués. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement et député de Béomi, et les leaders communautaires savent la voie à suivre dès à présent. Définitivement, c'est une cause qui est derrière nous et j'ose croire, avec la bénédiction des différents ministres de Dieu ici, nous ne reviendrons pas sur ce genre de problème. Des vivres ont été remis aux communautés. Cette cérémonie a servi de cadre à la clôture d'un dialogue intercommunautaire initié par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, avec l'appui du PNUD. On a aussi parlé de paix et d'unité à Anyama. Les populations se sont retrouvées pour rendre hommage au président de la République pour ses actions de développement. Le Forum national Amadou Gon Coulibaly a été mis en place. C'est un mouvement créé pour faire la promotion du RHDP et de la paix dans les différentes localités ivoiriennes. Éric Goré. Les actions de développement du président Alassane Ouattara ont fini par convaincre une frange de la population ivoirienne. C'est le cas des populations d'Anyama. Elles se sont retrouvées pour célébrer le président Alassane Ouattara. L'initiative est du Forum national Amadou Gon Coulibaly, mouvement qui fait la promotion du RHDP pour la victoire de ce parti en 2020. Nous avons vu ce que le président Alassane Ouattara et son gouvernement ont fait pour le pays. On ne peut pas finir de citer. Alassane Ouattara a créé les emplois pour les jeunes. Une idée soutenue par les autorités locales, le maire d'Anyama et le parrain de la cérémonie. Ceux qui ont quitté Anyama plus de 5 ans, quand ils rentrent à Anyama aujourd'hui, ils sont étonnés. Anyama sera transformé jusqu'en fin de l'année en matière routière
en matière d'adduction d'eau, en matière d'électricité. Nous venons d'obtenir 5 km de bitume et les travaux vont démarrer dans les jours à venir. Nous voulons féliciter sincèrement, très chaleureusement, tous ces jeunes, sans pression aucune, se sont retrouvés pour apprécier justement tout ce que le président de la République et le Premier ministre font pour eux. Selon les organisateurs, le président Alassane Ouattara est le digne successeur du président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, vu tous les grands chantiers réalisés en si peu de temps. À l'intérieur du pays, à Tienemboué, dans le département de Mankono, région du Béré, les populations ont aussi rendu hommage au président de la République pour ses actions de développement dans leur localité. Les ministres Amédée Kofi Kouakou et Sidi Touré ont appelé à la paix, au rassemblement et à la cohésion dans la région. Léon Bro. Route Tienemboué-Mankono, 56 km recouverts de bitume déjà à 80%. En visitant ce chantier ouvert en 2016, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier veut se féliciter de l'évolution des travaux et de l'impact de cette route sur les populations du Béré. Avant, ils mettaient 5 heures entre Boaké et Mankono. Actuellement, ils sont à moins de 2 heures de temps. Quand le tronçon sera terminé, ils seront à moins de 2 heures de Boaké. L'attribution du tronçon Mankono-Séguéla a été faite. Donc, très bientôt, les engins sur le chantier. Objectif désenclavement du Béré, voilà qui explique l'hommage de Tienemboué au chef de l'État. Comme cette sous-préfecture, toutes les localités réaffirment leur soutien au président Alassane Ouattara et à son parti, le RHDP, pour le développement impulsé à leur région. On peut relier les 4 points du Koronou aujourd'hui par des pistes vraiment praticables. Tous les villages sont en train d'être électrifiés. Les ponts villageois sont en train d'être réhabilités. Les écoles sont aujourd'hui plus proches des populations. Le développement est là. Excellence, Monsieur le Président de la République, le Korodougou dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. C'est pourquoi nous affirmons du haut de cette tribune que les espoirs nés du RHDP que vous présidez suffisent largement pour offrir encore plus de mandats au RHDP. Ont aussi meublé cette journée d'hommage à 2 investitures, le maire de Tienemboué pour poursuivre la vision du chef de l'État dans sa commune et les messagers d'Amadou Gon Coulibaly pour promouvoir les actions du gouvernement, suffisant pour convaincre les ministres Amédée Kouakou et Sidi Touré du triomphe de l'unité, du vivre ensemble, de la paix et du développement, idéaux du RHDP et de son président. Lorsqu'on disait PDCI, c'était Paulé. Lorsqu'on disait RDR, on dit c'est les Djoula. Lorsqu'on dit PDCI, on dit c'est les Yakouba. On ne peut pas construire le pays avec la division. Mais lorsqu'on dit le RHDP, il y a le PDCI, donc il y a le Paulé, il y a le RDR, donc il y a le Djoula, il y a l'UDPCI, donc il y a le Yakouba, il y a Concorde, donc il y a le... Voilà. La Côte d'Ivoire, il faut le... Dorénavant, chers parents, un seul message. Si quelqu'un veut vous parler de division réfugiée, dites-leur qu'est-ce que vous nous proposez pour notre développement. Assuraient respectivement le patronage et le haut patronage de cette journée d'hommage de Tienemboué au chef de l'État, la ministre Kandia Kamara et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et pour promouvoir la paix à Grand Bassam, le maire Jean-Louis Moulot a mis à la disposition des oufouettistes pour la démocratie et la paix un nouveau siège, un édifice salué par les militants. Et l'occasion de l'inauguration a été saisie par le porte-parole adjoint du RHDP, Touré Mamadou, pour instruire les militants sur les défis et perspectives du parti. Franck Adio pour le reportage. Le siège du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP de Grand Bassam a inauguré. Bureau, salle de réunion et de conférence, une action du maire Jean-Louis Moulot. Nous nous préparons à un rendez-vous électoral assez important en 2020. Il est important donc de permettre à nos militants et à nos responsables politiques de disposer d'un local, d'un lieu où se retrouver, se rassembler, définir des stratégies d'occupation du terrain, de sensibilisation, afin de véhiculer ce message de paix, de rassemblement que porte la haute direction du RHDP. Des militants du RHDP mobilisés, occasion pour le porte-parole adjoint du RHDP, Touré Mamadou, de décliner les objectifs et les perspectives pour 2020, voire au-delà, et les exhorte les acteurs politiques, mais surtout les militants, à endosser le costume de la paix. Nous avons profité de l'ouverture donc de ce siège à Bassam
pour lancer un message donc, à la paix, à la cohésion, tel que voulu par le président du RHDP, son Excellence Alassane Ouattara. Vous savez, Bassam est cosmopolite, on attend aujourd'hui des discours qui tendent à nous ramener en arrière. Donc l'idée, c'est de dire aux militants de ne pas écouter ces discours et de continuer dans notre dynamique de rassemblement des Ivoiriens. Parce que de façon concrète, le RHDP aujourd'hui est la seule formation politique où vous retrouvez des cadres issus de toutes les régions donc, de notre pays. C'est essentiellement ce message que nous avons lancé. Nous savons quelles sont nos forces, nous savons quelles sont nos faiblesses. Et nous y travaillons. Notre force, c'est notre bilan. Et s'il y avait donc des choses à améliorer, c'est donc notre proximité avec nos militants, l'encadrement de nos militants, la structuration de notre parti qui est en cours. Une communication pour la paix, mais aussi le recadrage. Le RHDP en ordre de bataille donc. Grand Bassam entend jouer sa partition sur le terrain politique pour les enjeux futurs. Je vous conduis dans les locaux d'un autre édifice dans la commune d'Abobo, commune choisie d'ailleurs par 10 policiers pour mettre fin à leur célibat. Ils ont choisi donc la mairie d'Abobo pour le mariage. Le premier magistrat de cette commune, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, a officié ce mariage collectif et a fait des dons à chaque couple. Didier Nguessan. Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Par cette phrase, le maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, vient d'unir 10 couples dans les liens sacrés du mariage. Les hommes mariés sont des agents de la police nationale. Leurs collègues policiers, parents et amis se sont déplacés massivement pour l'occasion. Après la lecture par le maire des articles qui régissent le mariage et le choix des régimes matrimoniaux, les candidats au mariage ont échangé leur consentement. Mademoiselle Collet Blanqui, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Guy Michel ici présent? Oui! Tolérance, dialogue et pardon. 3 vertus à pratiquer dans le foyer. Ce sont les conseils que le premier magistrat leur a prodigués. Je vous souhaite de rester comme ça, unis par le ciment qui vous a apporté ici, c'est-à-dire votre amour. Et puis, soyez tolérants, échangez, dialoguez. Il faut avoir de la patience. Ça marche toujours quand on est patient. Je veux redire toutes les félicitations du conseil municipal d'Abobo à chacun de ces couples. Comme contribution, le maire Ahmed Bakayoko a remis 5 millions de francs CFA aux 10 couples. Nous sommes très heureux et nous pensons que demain, d'autres mariages doivent se passer comme ça aussi pour que tout le monde soit heureux. Longtemps j'attendais cela. Je bénis le nom de l'Éternel aujourd'hui pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je demande aussi à d'autres couples de venir s'unir. L'union fait la force. Quand tu es marié, les grâces retombent dans ta famille. Nous venons de célébrer 10 couples. Vous savez, le mariage, c'est l'union des couples. Mais bien avant que manager, on a le droit de mettre l'accent, n'est-ce pas, sur la famille pour que le policier puisse donner le meilleur de lui-même. La cérémonie de mariage collectif a pris fin avec une photo de famille. Le programme social du gouvernement déployé dans les régions profite aux populations du Bafing. Le volet électricité est en marche dans cette localité. La délégation gouvernementale composée de la ministre Ramatali Bakayoko et du secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, ont procédé à la mise sous tension de la localité de Bafing-Dala. 6 villages auront de la lumière grâce à cette action, comme nous l'explique Kader Sogodogo. Un jour nouveau se lève pour les populations de Bafing-Dala, 50 km au sud de Touba. Le village jouit désormais des bienfaits de l'électricité dans le cadre du programme social du gouvernement. Présente avec le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État Moussa Sanogo, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant met en avant la vision du gouvernement qui consiste à assurer un mieux-être à toute la population. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, fait de l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment celle des zones rurales, une priorité de sa politique sociale. Il est indéniable que sous son leadership, des acquis importants ont été enregistrés. Au plan économique, nous avons les constructions de ponts, de routes, le retour des investisseurs.
Au plan social, construction des hôpitaux, des centres de santé, d'écoles, des lycées de proximité, d'universités. Il faut également noter l'augmentation du taux d'accès à l'électricité. Dans un premier temps, cette année, à partir de Bafingdala, 6 autres villages seront connectés au réseau électrique national pour atteindre 58 d'ici 2020, rassure Moussa Sanogo. Le pays a dû faire beaucoup d'efforts pour faire en sorte donc que chaque Ivoirien puisse ressentir la croissance économique qui a lieu dans notre pays et que ces fruits puissent être partagés et être accessibles à chacun. La lumière est là. Le bonheur des populations ne fait pas défaut. Avant, le courant n'était pas là. On partait à Bakenesso pour aller chercher portable. À une soleil. Mémorable. Et nous sommes sûrs que cela va apporter beaucoup de bien à nos populations en changeant d'ailleurs beaucoup de choses dans la vie de nos populations. De 1960 à 2012, le Bafing comptait 11 villages électrifiés. Aujourd'hui, ce nombre a plus que triplé, 39 au total. C'est une enveloppe de 4 milliards de francs CFA que le gouvernement a alloué à la région du Bafing cette année pour élever le niveau de vie des populations en milieu rural. Des enfants retrouvent aussi le sourire du côté de Daloa. Le tribunal de première instance de la ville vient de délivrer 20 certificats de nationalité au profit d'enfants abandonnés conformément à la Convention de 1961 des Nations Unies sur la réduction des cas d'apatridie. C'est le fruit d'actions menées conjointement par l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire et par le HCR. Ouattara Madou Walter. Les enfants abandonnés par leurs parents sans aucune possibilité de légitimer la qualité d'ivoirien de ses géniteurs et les enfants trouvés de parents inconnus éprouvent des difficultés à jouir formellement du droit à la nationalité ivoirienne. Cet enfant-là, s'il est dans l'impossibilité d'obtenir cette carte nationale d'identité ou ce certificat de nationalité, bien que répondant aux critères légaux pour être ivoirien, il demeure à risque d'apatridie. En Côte d'Ivoire, des actions sont menées afin de sortir les enfants de cette situation. Ils bénéficient de la Convention de 1961 des Nations Unies sur la réduction des cas d'apatridie. Diverses lois ont été votées en ce sens. D'abord les lois de 1961, puis les lois de 1972, et par la suite, il y a 2 conventions de New York qui ont été votées et que la Côte d'Ivoire a ratifiées. Alors que ces conventions sont ratifiées, et entrent dans l'ordonnancement juridique ivoirien. Cet accord international a fait des enfants trouvés dans les pays membres des citoyens d'origine de ce territoire. C'est dans ce cadre que l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire et le HCR, au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, mènent conjointement des actions pour la réduction de l'apatridie en Côte d'Ivoire. Cette synergie a permis la délivrance de 20 certificats de nationalité au profit d'enfants trouvés et abandonnés par le tribunal de première instance de Daloa. L'objectif de ce projet est d'assister les personnes à risque d'apatridie, tout en leur permettant d'avoir une existence juridique et de confirmer leur appartenance à un État donné. Cela, bien entendu, en respectant les textes juridiques applicables en Côte d'Ivoire. La convention contre l'apatridie, en fait, ont été aussi des conventions qui relèvent du mandat du HCR. Donc ce n'est que tout naturellement qu'on se retrouve dans des sujets tels que la lutte contre l'apatridie. Je dois signaler à ce niveau que la Côte d'Ivoire reste un pays phare pour la lutte contre l'apatridie. Elle a été notamment dans la sous-région, mais elle a été de manière générale et de manière mondiale. La cérémonie de remise des certificats qui a eu lieu dans l'enceinte de l'ONG Tumoros, HOP, à Daloa, a permis au préfet de la région du Haut-Sassandra, Anatole Privadigbe, d'exhorter les parents à ne plus abandonner leur progéniture. Le HCR estime à 700 000 le nombre de personnes apatrides ou sans document pour prouver leur nationalité en Côte d'Ivoire. Autre action à saluer, le Rotary Club Abidjan Golf soulage la communauté éducative de la sous-préfecture de Nouamou, localité située dans le département de Tiapoum. Le Rotary a inauguré la bibliothèque et la salle multimédia du collège moderne de Nouamou qui a été équipée en ordinateur et les élèves de cette localité sont désormais connectés au reste du monde. Abou Sanogo.
Une salle multimédia équipée de 10 postes d'ordinateur et d'une bibliothèque garnie de livres inaugurée au collège moderne Nouamou, localité située dans le département de Tiapoum, dont du Rotary Club Abidjan Golf qui, dans sa mission d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des populations, vient améliorer celles des élèves et enseignants de Nouamou. La principale du collège moderne de Nouamou et le sous-préfet de la dite localité se sont réjouis du geste du Rotary Club Abidjan Golf. Avec une capacité d'accueil d'environ une quinzaine d'élèves en permanence, la salle multimédia vient connecter la communauté éducative de Nouamou au reste du monde. Le Rotary Club Abidjan Golf réalise avec l'appui de ses partenaires des centres de santé, des maternités et des écoles. Dans le domaine agricole, les lignes bougent dans la filière EVA. L'association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire est prête à exercer en organisation interprofessionnelle agricole. L'information a été donnée par les responsables de cette filière à l'issue d'une assemblée générale des producteurs et usiniers de cette filière. Franck Quadio. La PROMAC, l'association des professionnels du caoutchouc naturel du Côte d'Ivoire, est prête à aller à l'OIA, l'organisation interprofessionnelle agricole. C'est l'essentiel des résolutions adoptées par les producteurs et les usiniers au cours de ces assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Deux assemblées générales au cours desquelles les acteurs ont présenté les différentes dispositions qui leur permettent d'être désormais en conformité avec l'ordonnance qui régit la mise en place des organisations interprofessionnelles agricoles. Nous avons satisfait à l'ensemble des conditions requises pour aller à l'OIA. Les deux collèges plus le groupe des planteurs individuels qui avaient été identifiés comme acteurs de la filière sont venus à la table de discussion et ils ont adhéré à l'ensemble des conditionnalités. Avec 720 000 tonnes de caoutchouc naturel produit en 2018, la Côte d'Ivoire est le premier producteur africain et le 7e sur le plan mondial. En choisissant de s'organiser en interprofession, les acteurs entendent améliorer la production, accroître la capacité de transformation et faire d'Abidjan la bourse africaine de l'EVA. Aujourd'hui, la PROMAC, c'est une simple association. Elle n'a pas les moyens pour agir. Elle peut dire, bon, on a identifié des mauvais acteurs, mais elle n'a pas les moyens de leur faire subir les affres de la loi. Par contre, avec l'OIA, nous pouvons requérir l'État pour que ceux qui ne respectent pas les dispositions qu'on va prendre, eh bien, on puisse prendre des mesures à leur encontre. L'organisation interprofessionnelle agricole permettra, à côté de l'État de Côte d'Ivoire, de voir quelles sont les mesures à prendre pour qu'on augmente la capacité d'usinage du pays pour pouvoir transformer sur place toute la production. En plus d'avoir reconduit Eugène Crémier à la tête du conseil d'administration de la PROMAC, les assemblées générales de ce mercredi 26 juin 2019 ont aussi approuvé l'adhésion au sein de l'association de nouveaux membres que sont les producteurs individuels du caoutchouc naturel. On parle aussi religion dans cette édition. Les pèlerins ivoiriens partis sur les pas du Christ en Terre Sainte en Israël sont de retour et sont revenus de leur pèlerinage transformés, plus que jamais engagés à suivre Christ. Les pèlerins de l'association Notre-Dame de Salut ont organisé une messe d'action de grâce à leur siège à la Riviera Palmeraie pour remercier Dieu pour leur vie, mais surtout pour leur pays. Théodore Zouzou et Eugène Atoubé. Ils sont de retour d'Israël après une dizaine de jours passés en Terre Sainte. Un séjour durant lequel ces chrétiens catholiques de l'association Notre-Dame de Salut se sont inscrits dans une démarche de conversion et raffermi leur foi par la découverte de plusieurs lieux associés à la vie du Christ, des lieux décrits dans la Bible. Pour ces pèlerins qui acceptent de marcher dans les pas du Christ, c'est une grâce. À 36 ans, je disais, je vais aller aussi en Israël. Et cette année, ça s'est produit. Je rends gloire à Dieu. Ce pèlerinage a été pour moi une occasion de mettre mes pas dans les pas de mon Seigneur, de faire une rencontre personnelle avec lui. Dans la joie, les pèlerins ont exprimé à la Vierge Marie toute la reconnaissance du fidèle catholique qui s'en remet à la mère de Jésus pour son intercession auprès de son Fils. Tous témoignent qu'ils sont revenus de la Terre Sainte transformée, chacun ayant obtenu sa grâce et ses bénédictions, selon ses prières et ses vœux formulés à la Vierge Marie.
J'ai eu des problèmes de pied. J'ai beaucoup souffert. Mais Dieu m'a fait grâce. Je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Des pèlerins qui sont partis, ils ont eu comme une force intérieure, comme une force dans la foi qui leur permet d'aller un peu plus en avant. C'est un regain de foi. Outre Israël, en Terre Sainte, Lisieux, Ars, Nevers et Lourdes en France figurent parmi les destinations des pèlerins de l'association Notre-Dame de Salut. Ce groupe catholique, administré par la communauté des Pères Assomptionnistes, aura marqué d'une pierre blanche la dernière célébration de l'Assomption de la Vierge Marie à Lourdes, un moment que les catholiques du monde entier gardent encore en mémoire. Je vous propose le reste de l'actualité dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité à l'étranger cette semaine avec Ahmed Traoré et Abdoulaye Koné. Les 4 opposants en lice à l'élection présidentielle en Mauritanie ont rejeté les résultats provisoires accordant la victoire au premier tour au candidat du pouvoir, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Ils appellent à manifester pacifiquement à partir de ce lundi. Ce scrutin doit marquer la première transition entre 2 présidents élus en Mauritanie, un pays secoué par de nombreux coups d'État de 1978 à 2008. Les ONG françaises Survie et les Amis de la Terre, plus 4 associations ougandaises, ont annoncé mardi avoir attaqué en justice le géant pétrolier français Total. Ce pour non-respect d'une nouvelle loi qui impose aux multinationales françaises un devoir de vigilance, y compris à l'étranger. Cette action en justice concerne la filiale ougandaise de Total et ses 2 sous-traitants. 3 femmes ont accusé l'ancien président de la Gambie, Yaya Jammeh, de viol et d'agression sexuelle alors qu'il était au pouvoir, a annoncé mercredi Human Rights Watch. Selon des témoignages, l'entourage du président faisait régulièrement pression sur des femmes pour qu'elles rendent visite au chef de l'État ou travaillent pour lui, et que ce dernier avait abusé sexuellement de la plupart d'entre elles par la suite. Jeudi, la ville de Tunis a été visée par 2 attentats. Une première explosion s'est produite à l'intersection de l'avenue Bourguiba et de la rue très fréquentée Charles de Gaulle. Selon des témoignages recueillis, un homme s'est fait exploser près d'une voiture de police. D'après un dernier bilan du ministère de l'Intérieur tunisien, un officier de police est mort. L'attaque aurait fait près d'une dizaine de blessés. Le sommet du G20 qui regroupe les pays industrialisés et les grandes économies émergentes s'est ouvert vendredi à Osaka au Japon. Un sommet potentiellement explosif, tant les positions sur le commerce mondial et le climat, les 2 grands dossiers qui vont dominer cette rencontre, semblent inconciliables. Le Premier ministre japonais a reçu des invités de marque avant une première séance de travail. Samedi à Abuja au Nigeria, la crise en Guinée-Bissau a été évoquée au cours du sommet de la CEDEAO. Alors que le mandat du président José Mario Vaz a expiré il y a 5 jours, ce dernier devrait bien rester à son poste selon la décision prise par la CEDEAO. Toutefois, la gestion des affaires revient au Premier ministre Aristide Gomes qui devra former un gouvernement, ce jusqu'au 15 juillet, et préparer la présidentielle de novembre 2019. Et puis ce dimanche 30 juin, Donald Trump a réussi son pari en posant quelques pas en territoire nord-coréen. Le président américain a franchi en compagnie de Kim Jong-un la limite qui marque la séparation entre les 2 Corées dans le village de Panmunjom où a été signé l'armistice de 1953. Jusque-là, aucun président américain n'avait foulé le sol de la Corée du Nord. Et ainsi va le monde. Ce journal est terminé. Merci de votre aimable attention. Très belle reprise demain lundi.